Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Donc, je vais faire une petite redite peut-être pour ceux qui étaient avec nous juste avant à la Galette. Mais en tout cas, je commence quand même par vous souhaiter une très belle année 2026. Voilà, beaucoup de bonheur pour cette année, beaucoup de santé. Important la santé et puis voilà également beaucoup de succès dans vos projets, des projets que vous avez déjà engagés ou des projets que vous engagerez en 2026. Donc simplement pour vous rappeler la fondation, on est une fondation en santé et environnement, une fondation de coopération scientifique et notre mission est double, elle est à la fois de soutenir et d'accélérer la recherche en santé et environnement, donc l'impact des contaminants sur la santé de l'environnement mais également sur la santé humaine et puis également de faire de la transmission de connaissances, c'est-à-dire voilà, de prendre toutes ces connaissances des chercheurs et de les amener le plus possible vers la société, vers vous et vers toutes les personnes intéressées. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et donc ce soir, on démarre cette année de conférence avec une première conférence sur le bonheur des plantes et sous nos pieds. Avec nous le docteur Daniel Wipf. Oui, j'ai réussi. C'est parfait, merci. Qui est professeur d'université à l'université de Bourgogne et qui est également docteur en physiologie végétale et spécialiste des écosystèmes mycorhiziens. Et je pense qu'il en parlera mieux que moi parce que j'ai oublié le nom de la personne qui a reçu le prix Nobel. Voilà, et il va vous en parler, mais ça devient vraiment à la mode. Voilà, donc je vous laisse avec le docteur Wipf. Merci. Bien, merci. Moi, à mon tour, je vous souhaite une bonne année 2026. Et puis, je voudrais quand même remercier la Fondation de m'avoir invité à vous rencontrer dans ce beau lieu. Je vois que vous avez de la chance d'avoir un bel écrin pour les conférences. Et effectivement, on vient de faire un peu de teasing, mais il va falloir attendre la fin de la conférence pour savoir. Hein, j'en parlerai tout à la fin. Donc, on va commencer par parler du bonheur des plantes et sous nos pieds. Alors, pourquoi ce titre ? Eh bien, effectivement... Si je regarde par terre, alors là en plus vous me direz, avec l'enrobé, je ne vais vraiment rien voir, mais même si vous allez dehors, si vous allez dans un jardin, dans un champ, etc., on ne voit pas dans le sol. On n'a pas cette compétence. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses dans ce sol, et on s'en rend de plus en plus compte. C'est aussi pour ça qu'on en parle, qu'on parlait là à l'instant de prix Nobel. C'est une thématique en pleine évolution, et surtout, on en découvre de plus en plus. Mais alors on va se dire, le bonheur des plantes. Elle, quand même, quand je pense à une plante, finalement, on voit toujours la plante verte. Elle est au-dessus du sol, je la vois comme ça, comme je la vois ici, hein, j'ai ma plante, je vois rarement ce qui est en dessous. Il faut déjà les creuser pour le voir, forcément, on ne l'observe pas forcément. Et alors on se dit, pourquoi ? On va aller voir ce qui se passe sous les pieds. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Ben, les plantes, il faut savoir que ça fait, depuis qu'elles sont sur Terre, alors c'était presque hier, c'était il y a 450 millions d'années, elles sont sorties de l'eau un jour, et puis elles se sont dit, ben, pour trouver à manger, là c'est pas comme dans l'eau, il va falloir regarder ce qui se passe sous Terre. Les réserves, elles ne sont pas autour de nous, elles sont dans le sol. Et les plantes, elles ont une autre capacité remarquable. La plupart des plantes, elles font ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est quand même la première usine solaire de fabrication chimique sans aucune autre énergie depuis très longtemps. Ça marche très bien la nature. Elles fabriquent du carbone, elles fabriquent du sucre et de la graisse. Et il faut savoir que les plantes, depuis qu'elles sont sorties de l'eau, donc il y a 450 millions d'années, envoient dans le sol 20% du carbone des sucres qu'elles fabriquent. Donc si je vous dis, tous les jours, pendant toute votre vie, mettez 20% de votre salaire sur la fenêtre. En gros, ça coïncide à ça. On se dit que si elles le font toujours, c'est qu'elles y trouvent un intérêt. Parce que je pense que si vous le mettez sur la fenêtre, que demain, il n'y a plus rien, après-demain, il n'y a plus rien, et votre vie ne change pas, vous allez arrêter de le mettre. Les plantes n'ont jamais arrêté cet investissement. Donc ça veut dire qu'elles y trouvent vraiment un retour, qu'elles y trouvent quelque chose. Et pour comprendre quoi, il va falloir aller voir l'invisible sous nos pieds, aller voir ce qui se passe dans le sol. Parce que les plantes, elles vont en fait avoir le choix dans un catalogue de partenaires dans le sol. Et elles vont choisir. Comment est-ce qu'elles peuvent choisir ? Je viens de vous dire, elles envoient des sucres, des lipides dans le sol, mais elles n'envoient pas n'importe lesquels. Et comment est-ce qu'on le voit en premier ? Si je regarde cette courbe-là, vous avez au-dessus le trait sombre. C'est la diversité en micro-organismes, bactéries, champignons, qui est présente dans le sol. Donc ça, c'est l'ensemble. Et vous voyez que là, j'augmente ma diversité. Et là, c'est le nombre de micro-organismes que je trouve dans la rhizosphère, c'est-à-dire à proximité de la racine. Donc que la plante a attiré et qui cherche ce sucre et ces lipides que la plante envoie dans le sol.
Et je vois que cette courbe, elle suit la même tendance que l'autre, mais elle reste toujours inférieure. Alors évidemment, moins il y en a, moins la plante a le choix. Plus il y en a, plus la différence entre les deux courbes est grande, plus la plante peut choisir. Alors comment est-ce qu'elle choisit ? Quelque part, elles ont une signature dans ce qu'elles envoient dans le sol. C'est quoi cette signature ? Si on regarde ce qui se passe, en fait, sur ce graphe-là, vous avez 3 sols. Le premier qui est un sol nu, en grenat. En bleu, un sol dans lequel est cultivé du lin. Et en jaune, un sol dans lequel est cultivé de la tomate. Et quand je regarde, la hauteur des colonnes, ça correspond à la diversité de micro-organismes de certains groupes. Ce sont des groupes simplement de micro-organismes. Et vous voyez que certains groupes, en bleu, ne sont présents que sous le lin, dans cette colonne numéro 6. Alors que d'autres groupes ne sont présents que dans le sol où il y a la tomate. D'autres, que dans le sol où il n'y a pas la plante. Donc vous voyez, quelque part, elles arrivent à choisir, alors qu'on partait du même sol au départ. Et comment est-ce qu'elles choisissent ça ? Elles envoient des composés dans le sol. On a regardé un peu ce qui se retrouvait dans un sol, en termes de sucre, en termes de lipides, comme je le disais, et on se rend compte que certains sont spécifiques du sol sous le lin, certains sont spécifiques du sol sous la tomate, et d'autres ne vont se retrouver que dans le sol brut. On n'en a pas mis là. Évidemment, la plante ne va rien larguer, donc il y aura des sucres, mais qui viennent de la décomposition de matière. Il n'y a pas d'envoi par la plante de photosynthèse. Et donc, effectivement, de par cette signature, c'est ce qui explique qu'on n'attire pas les mêmes partenaires. On envoie des signaux, on choisit ses partenaires, on trouve ses partenaires. Alors, parfois, c'est juste l'envoi de sucre. Et puis, il y a des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il existe des bactéries qui fixent l'azote. On en parle beaucoup avec certaines cultures, comme le soja, le haricot, le pois. On appelle ça la fixation symbiotique de l'azote. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout jeune en termes d'évolution. Je vous ai dit tout à l'heure, on parle de choses il y a 450 millions d'années. Quand je dis tout jeune en termes d'évolution, c'est 65 millions d'années. C'était quasiment hier en termes d'évolution. C'est tout jeune, c'est réservé à une toute petite famille de plantes, donc finalement on a pu le comprendre parce que c'est tout simple. Plus c'est jeune, moins ça a évolué. Les connaissances que vous avez aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. C'est pareil pour l'évolution de la signalisation. Et donc là, oui, dans ce cadre de la fixation azotée, on connaît la signalisation, on sait comment ça marche, on connaît les clés. Dans le cadre de ces signalisations-là, c'est beaucoup plus complexe. Quand je travaille avec des industriels, je leur dis souvent, oui, je veux bien, mais c'est 450 millions d'années de recherche et développement à comprendre. Donc moi, je ne vais pas y arriver dans ma vie, c'est clair. Les prédécesseurs non plus, et les suivants aussi, chacun met sa petite brique à l'édifice. Mais on progresse, et effectivement, on commence à trouver des petites clés. Mais évidemment, vous imaginez bien que si je suis une plante, j'ai donné ma clé à un microbe, ça se passe bien, et puis d'un coup, il y a un autre microbe qui va copier cette clé. Du coup, le premier, il va falloir que je lui donne une autre clé. Il m'en faut déjà 2. Imaginez ça sur 450 millions d'années. Un champignon et une plante, avant qu'ils se touchent, ont déjà échangé 1000 composés. Donc il y a tout un dialogue chimique, moléculaire, comme on dit, qui consiste à envoyer des signaux dans le sol, à dire oui, t'es un gentil, t'es un méchant, je vais attendre de voir ce que tu vas faire quand tu seras arrivé dans mes racines, etc. Et donc là, oui, il y a encore tout un langage à décrypter. Mais non seulement les plantes choisissent leurs partenaires, mais ça ne se joue pas au niveau de l'espèce. On ne va pas dire le lin choisit ses partenaires, la tomate d'autres. Là, je reprends les travaux d'un collègue, Christophe Mougel, qui a travaillé sur cette plante qu'on appelle la fausse luzerne, Medicago troncatula. Et ce qu'il a pris, c'est qu'il a pris ce qu'on appelle des variétés de la même espèce. Vous savez, pour les rosiers, on a plusieurs variétés, etc. On a une espèce à la base. Et il a regardé, en mettant tout ça dans des milieux fermés, il a mis toute une population de micro-organismes, toujours la même, avec toutes les variétés. Et après, il a regardé sur cette analyse-là, qui choisissait qui. Et en fait, chaque fois que vous avez un nom, c'est une variété différente. Et il s'est rendu compte que chaque variété de cette espèce choisissait ses partenaires. C'est même pas l'espèce. Donc quand je vous parlais de dialogue compliqué, vous voyez que c'est presque un dialogue, on ne va pas exagérer, d'individu à individu, mais c'est quand même un dialogue très fin. C'est inférieur à l'espèce. Et donc, c'est assez compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce qu'elles vont chercher comme partenaire dans le sol, les plantes ? Et là, on va se poser cette question de dire, il y a quoi dans un sol ? Alors, je me suis amusé à faire cette photo. Ce pot, vous connaissez à peu près tous la taille de pot, c'est le pot genre de confiture Bonne Maman. Je vais vous faire travailler un peu.
Pas croire que c'est que moi qui travaille, hein. Je suis feignant, mes étudiants le savent. À votre avis, dans ce pot, on va dire à peu près 20 grammes de sol, il y a quoi comme être vivant? Ah. Alors, je vous écoute. De quoi et combien? Alors, je ne vous demande pas leur adresse. Des bactéries, ouais. Des vers, effectivement. On a tout ce qu'on appelle une macrofaune ou microfaune selon la taille, donc tous des animaux, insectes, plus gros. Alors je vous rassure, hein, j'avais enlevé la taupe avant, elle n'a pas souffert dans le bocal. Mais on pourrait trouver effectivement des très gros animaux dans ce sol, à côté des bactéries et de la faune. Ouais, mais ça rentre dans les animaux, donc toujours la faune. Et j'ai entendu là les champignons. Ouais, on parle quand même de ça aujourd'hui, hein. Ne me faites pas ce coup-là. Donc effectivement, à votre avis, maintenant, on a trouvé à peu près ce qu'il y a en être vivant. Il y a combien de bactéries dans ce pot? On est d'accord. Il y a à peu près 200 milliards de bactéries dans ce pot. C'est pour ça que je ne vous ai pas demandé les adresses, hein, une par une. Alors attention, hein, 200 milliards de bactéries, ça ne veut pas dire 200 milliards d'espèces. C'est 200 milliards d'individus. En champignons, je ne vais pas vous demander le nombre. Je vous le donne. C'est entre 100 000 et 1 million. Ce que je vais vous demander, c'est quelle est la longueur de filament de champignons là-dedans, ce qu'on appelle le mycélium. C'est très long. C'est très très long. Vous me rappelez Fernand Reynaud. Une certaine longueur. 100 km. Dans ce petit bocal bonne maman. Donc vous imaginez bien pourquoi je vous précise ça, mais c'est hyper important quand je pense en aller chercher de la nourriture. La plante, elle a sa racine, et vous voyez ce que le champignon va explorer au niveau de ce volume de sol. Et en plus, on verra l'intérêt de ces champignons pour stabiliser votre sol. Ça fait comme un filet. Alors je vous rassure, hein, quand je prends le sol et que je secoue comme ça, je ne vois rien. Les filaments sont tellement petits que je ne les vois pas. On sait les récolter, nous, avec certaines méthodes, avec de l'azote liquide, etc., pour condenser ça. Donc c'est comme ça qu'on arrive à le quantifier. Mais oui, il y a énormément de kilomètres de champignons sous nos pieds. Et comme on l'a dit, il y a toute une méso et microfaune, il y a à peu près 200 000 autres êtres vivants. Même ça, on n'imaginerait pas qu'il y a autant d'insectes, etc., dans ce sol. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit la diversité, elle est dans le sol, le bonheur des plantes est sous nos pieds. Là-dedans, elles ont un réservoir incroyable de partenaires. Alors je vous rassure, hein, la vie, elle n'est pas super belle non plus, c'est comme dans les feuilletons, il y a des méchants dans le lot. Il y en a qui n'ont rien à faire, qui sont neutres, comme chez les hommes. Alors, si je vous avais demandé le plus gros animal sur Terre, est-ce que vous auriez validé la baleine bleue? C'est en général ce qu'on entend. Dans beaucoup de documentaires animaliers, on parle du plus gros organisme vivant sur Terre. Alors je suis désolé pour les collègues qui font ces documentaires. Une baleine, c'est 170 tonnes, 30 mètres. Je vais déjà vous présenter la plus grande plante au monde. Il s'appelle Pando. Il est aux États-Unis et ce n'est pas une forêt. C'est un seul individu dont le système racinaire a fait plein de rejets. On a pu vérifier ça. Donc en fait, c'est pratiquement une forêt, parce qu'on pense que c'est une forêt si on est devant. En fait, c'est 47 000 rejets du même arbre. Je suis d'accord avec vous. Et quand on regarde, en fait, le poids de cet arbre-là, c'est à peu près 6 000 tonnes. Donc vous pensez bien que la baleine, le plus gros organisme sur Terre, elle est ridicule. Et, en plus, il est vieux. Il a à peu près 80 000 ans. Vous savez que grâce au carbone 14, on peut dater ça. Mais vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on va aussi parler champignons. Maintenant, on va regarder champignons. Alors c'est marrant, il doit y avoir un truc aux États-Unis, hein, ils voient tout en plus grand. On va parler champignons, on va regarder effectivement un champignon qui a été trouvé aux États-Unis. Je vous présente ses fructifications, mais vous savez maintenant que la plus grande partie n'est pas visible. En fait, lui, il couvre à peu près 37 hectares. Si vous connaissez un peu Paris, c'est à peu près le jardin des Tuileries. Donc c'est déjà une belle surface. Et il avait été estimé à un poids de 100 tonnes et à peu près 1500 ans quand il a été trouvé. Donc là, on est en compétition avec la baleine. On est toujours inférieur à notre arbre. Et les calculs ont été refaits. Il a été trouvé en 1980. Les calculs ont été refaits à peu près en 2010. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non. Il est beaucoup plus vieux et beaucoup plus grand. Il fait 2500 ans, à peu près, à 1 ou 2 ans près.
et à peu près 400 tonnes. Donc déjà, la baleine est battue. Mais notre arbre est toujours champion. Et puis finalement, toujours aux États-Unis, on a trouvé un autre, plus récemment, qui est dans le Michigan. Lui, je vous le présente aussi au niveau de ses fructifications, Armillaria ostei. Alors lui couvre carrément 8,9 km², soit 890 hectares. Ce qui fait que finalement son prédécesseur paraît ridicule à côté. Donc vous imaginez que là on a même dépassé l'arbre en masse estimée. Évidemment c'est du calcul, tout comme pour l'arbre. Mais finalement je vous présente, voilà, le plus gros être vivant sur Terre, il est là. C'est pas une baleine bleue, c'est un champignon, il est juste devant un arbre. Les baleines arrivent loin, loin, loin derrière. Sachant qu'on a encore beaucoup de champignons à découvrir. Parce que, encore une fois, je ne vois pas ce qui est dans le sol. On sait qu'encore, s'il y a une forêt, c'est un seul champignon qui occupe toute la forêt. Il y a parfois des documentaires qui ont montré la taille que ferait ce champignon s'il était au-dessus de la terre au lieu d'être en dessous. Donc voilà tout ce qui se passe dans mon sol. Et quand on parle champignons, on va rester sur les champignons maintenant, on pense souvent à ça. C'est les champignons qu'on ramasse, qu'on mange, parfois. Parfois on ne devrait pas. Hein ? Je vous rappelle, il existe une célèbre citation, alors l'attribue à Coluche, mais elle n'est pas de Coluche, elle est plus ancienne. Tous les champignons sont comestibles, certains une fois. Voilà. Voilà. Donc ne dites surtout pas que moi je vous ai dit d'en manger certains. Mais donc on pense à ça, mais finalement ça c'est ridicule. Pareil par rapport au nombre de champignons. C'est ceux qu'on connaît, mais la majorité des champignons ne forment même pas cette fructification. Vous savez que ça, on n'a pas le temps d'aller dans le détail aujourd'hui, mais ça ne leur sert qu'à disperser leurs spores. Il existe des études de balistique, parce que ce sont qu'avec des pressions de l'eau, des armes redoutables pour envoyer les spores très loin par rapport à leur taille. Donc l'armée se penche sur comment ces champignons projettent leurs spores. D'autres, que vous connaissez mieux, comme la truffe, ont choisi d'être mangés. D'où le fait, c'était pas pour nous faire plaisir, c'était pour être mangé, pour que les spores soient dispersés. La stratégie est toujours derrière. Mais la plupart des champignons, en fait, on ne les verra pas. Et là, j'ai fait essayer de faire une représentation pour vous montrer à peu près que finalement, quand je parle du champignon, il faut que je regarde ce qui se passe en dessous. Au-dessus, ça, c'est parfois je fais une fructification si je sens qu'il est nécessaire de me reproduire. C'est comme mes plantes. Je ne fais une reproduction que quand j'en ai besoin pour assurer la survie de l'espèce. Si je suis bien nourri, que je vais bien, petit conseil au passage pour les gens qui mettent des fleurs sur leur balcon ou autre, si elles sont trop bien nourries, elles ne fleuriront pas. Elles vont très bien, elles n'ont pas besoin de se reproduire. Il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas non plus les faner. Mais une petite privation, elles feront plus facilement cette reproduction. Exactement la même chose pour les champignons. Et alors quand on regarde finalement, les champignons dont je vous parlais, avec la fructification, c'est à peu près 5000 espèces de champignons. Mais en fait, les champignons, il y en a 2 millions d'espèces sur Terre. Donc vous voyez, beaucoup plus large. Et ça en fait le 3e règne le plus large, après les plantes et les insectes. Donc on a vraiment une grande richesse dont on connaît encore peu de choses sous terre, à aller observer. Et finalement, ils n'ont qu'un inconvénient par rapport aux plantes, ils ne savent pas faire cette photosynthèse. Donc eux viennent chercher le carbone, eux viennent chercher les lipides chez ces plantes. Certains en les attaquant, on verra, il y a différentes stratégies, certains en ayant une relation équilibrée. Voilà le type de relation qu'on peut avoir. En gros, il y a 6 grands types d'interactions, j'ai résumé les 3 principaux, ce qu'on appelle le saprophytisme. C'est un champignon qui mange tout seul. Il se débrouille, il trouve le carbone dans le sol, il le récupère et il vit très bien comme ça. Puis après, il y en a d'autres qui sont des parasites. Ils vivent aux dépens de la plante. Et enfin, les derniers, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, on appelle ça le mutualisme. Il y a un bénéfice pour les 2 partenaires dans l'interaction entre les deux. Le souvent, ce bénéfice, il consiste en un échange de nourriture. Souvent, ces interactions, c'est basé sur soit je te mange, soit tu me donnes à manger, je te donne à manger. C'est la nourriture qui conditionne. On verra qu'il y a d'autres rôles. Mais le rôle principal de l'interaction, c'est ça, c'est se nourrir. Pourquoi se nourrir ? C'est une question de survie. Dans la nature, c'est ça le but. Et je vous ai dit, les plantes, elles sont sorties de l'eau il y a 450 millions d'années. Quand vous êtes une plante, que vous êtes dans l'eau, la nourriture, elle arrive avec l'eau. Tout est dissous dans l'eau, ça arrive tranquillement, ça passe à côté de vous, vous en récupérez. À la vague d'après, vous avez une autre nourriture. Et éventuellement, il vous faut ce qu'on appelle un pédoncule pour vous accrocher à un rocher si vous voulez avoir une vie fixée. Ce n'est pas obligatoire dans l'eau, mais c'est tout ce qu'il vous faut. Il ne vous faut pas de racines, il n'y a rien à prélever, tout est dans l'eau. Et donc, quand ces plantes sont sorties de l'eau,
on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives. Le premier obstacle, c'est qu'elles n'avaient pas de racines. Et donc, arrivé sur Terre, quand vous n'avez pas de racines, vous pouvez faire de la photosynthèse, mais alors vous nourrir, aller chercher les éléments minéraux, aller chercher tout ça dans le sol, c'est pas possible. Et donc, il se trouve que ces plantes, et ça, c'est grâce aux travaux d'un collègue qui est maintenant à Dijon, mais qui a fait ses travaux à l'époque où il était aux États-Unis. Vous avez ici des photos des spores fossiles qu'il a retrouvés, qui ont permis de dater aussi cette sortie de l'eau. Et ça, ça nous montre que ces champignons et ces plantes sont sortis ensemble de l'eau. Et c'est le champignon qui a servi de racine aux plantes au début. Elles n'avaient pas de racines. Aujourd'hui, elles s'associent aux champignons sur leurs racines. Mais c'était, je te donne de la photosynthèse, tu étais dans l'eau avec moi, tu vas aller me chercher à manger, et puis on trouve une espèce d'équilibre. Chacun y gagne. C'est ce qu'on appelle le mutualisme. Et donc ça, ça dépend forcément de ce dont vous avez besoin. Et depuis 450 millions d'années, c'est resté la règle. Parce que quelles que soient les plantes terrestres, des arbres, de l'herbe, des arbustes, etc., 95% des plantes terrestres vivent en association bénéfique avec un champignon. Première fois que je vais utiliser le mot aujourd'hui, on appelle ça la mycorhize. Myco, le champignon, de mukès, le grec, et rhize, la racine, rhiza, le grec. Association entre les racines et un champignon. Vous voyez qu'au début, c'était pas entre les racines puisqu'il n'y en avait pas. Au début, c'était vraiment une plante et un champignon. Et puis donc les plantes ont gardé ça depuis 450 millions d'années, donc comme je vous le disais, avec un coût quand même élevé, 1/5 de ce qu'elles produisent, 20%, c'est énorme. Et elles ont continué d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'une racine, quand c'est dans le sol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle va prélever ce qu'il y a à manger à proximité. Là, j'ai mis différents ions. Puis une fois qu'elle l'a prélevé, qu'est-ce que vous faites ? Vous poussez pour aller plus loin. Mais vous voyez, la zone de sol que vous explorez, elle est assez petite par rapport à la taille d'une racine. Alors que si vous avez un partenaire qui fait 100 km de champignons dans 20 grammes de sol, lui, il va aller chercher tout ce qu'il y a comme nutriments. Et de façon rigolote, ce champignon, il représente, on va dire à peu près 94% du volume de sol exploré, si je prends racine plus champignon, pour 6% de la masse. Ça ne coûte rien par rapport à faire des nouvelles racines. C'est très fin. On l'a dit tout à l'heure. Si je tire sur une plante, je ne verrai rien au niveau des racines. Donc évidemment, l'intérêt de la plante, il est là, et il continue depuis. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la fixation d'azote des légumineuses. Ça n'est qu'une évolution de cette mycorhize. C'est les mêmes gènes qui sont là, mais c'est une famille de plantes qui a décidé d'utiliser le même mécanisme, mais pour travailler avec des bactéries, parce que ces bactéries, elles sont capables de fixer l'azote qui est dans l'air. Vous savez que l'air autour de nous, ce n'est pas que de l'oxygène, et loin de là. 70% de l'air qu'on est en train de respirer, c'est de l'azote. La plus grosse réserve d'azote, elle est dans l'air. Elle n'est pas dans le sol, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, les bactéries qui ont la capacité de le prélever, elles le donnent aux plantes contre du sucre. Alors, on en est arrivé à la mycorhize. Donc, je vous ai dit, la première est apparue il y a 450 millions d'années. Il y a probablement eu d'autres types qui sont apparus, mais aujourd'hui, on reconnaît 7 grands types de mycorhize qui changent en quoi ? Qui changent en la façon dont le champignon se déplace dans la racine. Et vous voyez, parfois, il fait des petits buissons. Parfois, il fait comme un manteau autour de la racine, mais il ne fait pas ces petits buissons, il reste entre les cellules. Parfois, au lieu de faire un buisson, il fait une spirale. Et vous voyez qu'on a un type de mycorhize qu'on appelle l'endomycorhize à arbuscule. C'est celui qui est apparu il y a 450 millions d'années et qui aujourd'hui va concerner 80% des plantes sur Terre. Et on va des mousses jusqu'aux arbustes, parfois arbres forestiers. Le deuxième grand type qui existe, qu'on ne développera pas trop aujourd'hui, c'est l'ectomycorhize. On va appeler ça comme la mycorhize des arbres forestiers de l'hémisphère nord. Elle est apparue il y a 150 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'apparition des résineux en termes d'évolution chez les plantes. Les résineux, ça fait quoi ? Ça perd ses aiguilles. Ces aiguilles sont très acides. Donc le sol dans les forêts de résineux, dans les pinèdes et autres, il est très acide. On voit bien, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et ces champignons-là, qui ne sont pas les mêmes que dans l'autre mycorhize, qui font l'endomycorhize arbuscule, on reviendra sur eux tout à l'heure, ils n'aiment pas quand un pH est inférieur à 5. Ils n'aiment pas l'acidité. Donc ils n'étaient plus capables d'interagir avec ces résineux. Et donc c'est d'autres champignons qui vivaient, je vous ai parlé tout à l'heure de saprophytes, qui se sont dit, tiens, il y a des plantes, les autres ils se font ça, on va peut-être faire pareil. Et donc tous ces types de mycorhizes sont apparus indépendamment. Éricoïdes et arbutoïdes, c'est les éricacées, par exemple la bruyère. C'est ce qu'on appelle toutes les plantes de bruyère. Encore une fois, un pH acide. Les autres champignons n'aimaient pas.
Les orchidées dans les Landes, c'est le même problème. Toujours un sol compliqué pour nos champignons. Donc, mycorhizes orchidoïdes, c'est encore d'autres champignons. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur 2 types. L'endomycorhize, parce que c'est le plus large et que c'est celui qui nous intéresse dans nos jardins, dans nos campagnes cultivées, etc. Et l'ectomycorhize rapidement, parce que l'ectomycorhize, on va faire un petit focus sur ce monsieur. L'ectomycorhize, c'est la première mycorhize qui a été découverte. On savait avant qu'il y avait du champignon qui rentrait dans la plante, mais ce monsieur-là, c'est le premier qui a compris que c'était bénéfique, et je vais vous montrer comment, et qui a créé le nom mycorhize. Si on parle de champignons racines, c'est grâce à Albert Bernhard Frank. Donc là, ce sont ces dessins de l'époque, ces dessins originaux. Qu'est-ce qu'il a vu quand il regardait avec son microscope en 1885 ? Il a vu du champignon autour de la racine, et il a vu du champignon qui se plaçait entre les cellules. Si je reviens 2 secondes sur ma diapo précédente, du champignon autour et du champignon qui se place entre, vous voyez là j'ai aussi du champignon autour mais il ne se place pas entre, il rentre dans les cellules, c'était l'ectomycorhize. C'est la première qu'on a observée. Elle est plus jeune, mais c'est la première qu'on a vue. Et donc, il a fait une expérience parce que qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, il y a un champignon qui rentre dans mes plantes, quand je suis dans la forêt, ça doit être un truc qui mange mes plantes de l'intérieur. Ça ne doit pas être très efficace. Et puis il a dit, je vais tester, je vais faire une expérience. Et en fait, il a fait pousser des épicéas dans des pots où il avait mis du stol forestier qu'il n'avait pas stérilisé, et dans les mêmes pots, mais avec un sol forestier stérilisé. Et il a dit, tiens, ça ne pousse pas pareil. Il y a quelque chose dans le sol qui aide mes plantes à mieux pousser. Donc c'est là qu'il s'est dit, le premier, finalement, ce champignon qui rentre, il fait peut-être du bien à ma plante. Il crée peut-être son bonheur, pour reprendre nos titres. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser aussi sa photo, parce que là, ce sont aussi ses photos de l'époque, parce que j'aime bien montrer aux étudiants que c'est aussi le premier qui a inventé la contamination, entre guillemets, par des champignons mycorhiziens. Il a eu des plantes qui avaient une croissance intermédiaire, dont des sols qu'il avait stérilisés. Il a longtemps cherché à comprendre, aujourd'hui on le sait bien. En fait, quand on arrose, les spores, elles giclent à côté. Donc c'est pour ça que nous, dans nos essais au laboratoire, on met des petits cailloux à la surface des pots. Ça évite qu'on transfère les champignons d'un pot à l'autre. Et donc c'est aussi comme ça qu'il a pu montrer, oui, on peut transférer les champignons d'un pot à l'autre. On appelle ça le splashing, c'est le giclage, si vous voulez, d'un pot au voisin. Donc voilà comment a été découverte la mycorhize. Et comme je vous le disais, pour le reste de la journée, de la soirée, on va s'intéresser à l'endomycorhize arbuscule, celle qui est apparue il y a 450 millions d'années, qui concerne 80% des plantes terrestres. Alors je fais aussi un petit message au passage, je vais vous montrer, il y a plein d'avantages à cette association, mais ce n'est pas un miracle, et ça ne résoudra jamais tout. Il faut juste qu'on valorise le potentiel, c'est un outil de production, que ce soit dans un jardin, que ce soit dans une exploitation agricole. Simplement, évidemment, ça ne sauve pas tout. Parce que sinon, ce que nous, hommes, on voudrait bien, c'est avoir une plante où il n'y a pas de pathogène, il n'y a rien, tout pousse bien, tout va bien. Sauf que ça, ce n'est pas l'équilibre de la nature. Donc c'est quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut aider, cette interaction entre champignons et plantes. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, elle est apparue il y a 450 millions d'années. On a vu que c'était grâce à ces fossiles. Mais surtout, je vous présente enfin ces fameux champignons, 300 espèces. On les appelle les gloméromycètes. Vous n'avez probablement jamais entendu parler. Vous n'avez probablement jamais vu, en tout cas fait attention. Par contre, vous en avez sûrement déjà mangé. Par exemple, si vous avez mangé une carotte, il est fort probable qu'il y ait du champignon dessus. Donc tout simplement, vous avez dû en avaler dans votre vie. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? On l'a dit, avec ce gros réseau qu'on voit dans le sol, ils vont permettre un meilleur accès à l'eau et aux nutriments. Pourquoi ? Si j'augmente le volume de sol exploré par rapport à mes racines seules, je vais avoir autant de chances de plus de trouver à manger et à boire. Si même pas, il n'y a pas de mécanisme et rien derrière, c'est purement occupation de l'espace. Il faut savoir que quand un champignon est sur les racines d'une plante, il va augmenter le volume de sol exploré de 40 à 1000 fois. Donc ça fait 40 à 1000 fois plus de chances de trouver à manger et à boire. Donc le premier rôle, il est là. Et la plante, en échange, ce que je vous ai dit, elle investit en produit de la photosynthèse qu'elle a fabriqué et que le champignon ne sait pas fabriquer. Chacun a besoin de l'autre. Avec une différence, la plante, elle peut se débrouiller sans son champignon, elle aura plus de mal. Par contre, le champignon sans la plante, il ne sait pas faire. Il ne pourra pas faire la photosynthèse. Et donc, ces champignons-là, qu'on appelle les gloméromycètes, et c'est pour ça qu'ils forment cette mycorhize, ils ne savent pas vivre
sans plante. On appelle ça un biotrophe obligatoire. Tire obligatoirement sa nourriture d'un être vivant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un jardin, que l'hiver j'enlève tout au niveau plantes, très propre, complètement dégarni, mes champignons ils ont faim. Donc quand on nettoie trop bien, on pense bien faire, mais en fait on affame les champignons et on perd en diversité. On a fait des mesures qui montraient qu'en 3 semaines de sol nu, sans plantes, on perdait 30% de la diversité en champignons qui étaient dans le sol. Dans les années 50, il y avait de la luzerne dans les champs l'hiver. On ne savait pas forcément, mais ça servait aussi à ça. Alors sachant qu'en plus la luzerne s'associe aux bactéries qui fixent l'azote, ça enrichit votre sol en azote, mais ça permet aussi de maintenir vos champignons en bonnes conditions. Et on a aussi le fait que, alors on ne pourra pas parler de vaccination, parce que même si on commence à parler d'immunité de la plante, elles n'ont pas un système immunitaire à proprement parler, comme les animaux. Donc on a inventé un nouveau mot, c'est un mot anglais, je suis désolé, ça s'appelle le priming. Priming, prime, activer, la primeur. En fait, ça veut dire que quand le champignon rentre dans les racines de la plante, au début, elle ne sait pas si c'est un gentil ou un méchant. Je vous dis, elle se méfie, donc elle active ses défenses. Elles ont des protéines, elles renforcent leurs parois, elles ont plein de moyens de se défendre. Ce qui veut dire qu'une fois que le champignon est là, s'il y a un autre champignon, une bactérie qui vient attaquer, les défenses, elles sont déjà en place. Un château fort se défend mieux qu'un palais. C'est moins joli, mais c'est plus efficace. C'est exactement la même chose, et donc on appelle ça le priming, activation des défenses. Et c'est pour ça que je vous ai mis protection contre les stress biotiques. Biotique, ça veut dire vivant. Donc contre les attaques d'autres organismes. Alors ça ne les élimine pas, les autres. Vous verrez que ça contrôle leur développement. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Et je vous ai mis aussi une protection contre les stress abiotiques, non vivants. Alors pour l'eau et la nourriture, on comprend facilement. Je vous ai dit, on en trouve beaucoup plus. Mais il faut savoir aussi que les champignons, c'est des éponges. Ceux ici qui ont connu Tchernobyl, on a beaucoup parlé des sangliers radioactifs, des champignons radioactifs, etc. Ils sont capables d'accumuler. Ça leur fait ni chaud ni froid. Ils mettent ça dans ce qu'on appelle une vacuole, qui est une espèce de grosse vessie dans la cellule. Ils accumulent et puis voilà. Ça a d'ailleurs été un super outil pour les chercheurs après Tchernobyl, parce que les champignons, leurs filaments, ils ne vont pas tous à la même profondeur. Et au fur et à mesure que la radioactivité disparaissait des champignons, les chercheurs pouvaient dire à quelle profondeur elle était arrivée. Elle avait disparu de la surface. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un documentaire qui passe très souvent à Tchernobyl d'un monsieur qui cultive son jardin, qui est le gardien de Tchernobyl actuellement. Et en fait, il a tout à fait compris, il sait exactement ce qu'il cultive et à quelle profondeur vont les racines de ses plantes. Il ne prend pas des choses qui vont trop profond. La radioactivité, ça descend. Et donc on a pu la suivre en descente. Mais ça veut dire aussi c'est super éponges. Donc il y en a ici qui sont ramasseurs de champignons, regardez toujours où vous ramassez vos champignons. Bord de route, c'est pas terrible. Ancienne usine, c'est pas terrible, etc. Si c'est une zone polluée, ils vont aller très bien. Moi qui suis en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai été sur un site, je ne donnerai pas le nom ici parce qu'en plus on est filmé. On a trouvé des morilles, c'était des bombes de mercure. D'accord ? On a dû mettre une clôture. C'est des accumulateurs. Et ils vont très bien, donc ça ne se voit pas qu'ils sont malades. Ils ne sont pas malades d'ailleurs. Ça ne se voit pas qu'ils ont des éléments polluants. Donc c'est une super protection pour la plante. Ça empêche la plante d'être contaminée ou d'être contaminée trop fortement. Donc on a aussi cette protection-là. Et puis alors si on pense à l'ectomycorhize que nous a montré Franck, en fait c'est un peu comme si vous enfilez une chaussette sur votre racine. Ça la protège aussi de l'extérieur dans l'ectomycorhize. Ce n'est pas le cas dans l'endomycorhize arbuscule. En gros, voilà à quoi ça ressemble si je pouvais vous emmener dans le sol. Pour vous donner une idée de la taille, ça c'est des racines de céleri. C'est pas très grand. Ça c'est quelques fragments qui restent du système de culture. Ceux qui bricolent un peu, c'est de la vermiculite, c'est ce qu'on utilise en isolation des maisons. Nous on aime bien parce que c'est un support de culture neutre. Personne n'a rien à manger dedans, c'est pas très lourd. Et ce que vous voyez là, c'est le mycélium. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai 100 km, regardez comme ça part dans tous les sens avec toutes les jonctions, etc. Est-ce que vous voyez au bout ? Ça là, ces petites boules là, je vous ai mis quelques flèches, c'est les spores. Vous voyez, il n'y a pas de champignons qui les envoient quelque part. Elles sont directement émises dans le sol. Et dans le sol, elles sont déplacées par une taupe qui passe, par quelqu'un qui grignote, par etc. Elles germent, elles refont, et le champignon continue de se propager comme ça. C'est directement envoyé dans le sol. Donc comme je vous l'ai dit, on va voir quels sont les services que ça peut rendre. Alors on commencera sur la diapo d'après, on en a déjà pas mal parlé. Ça peut stabiliser un sol, parce que on a effectivement ce filet de mycélium qui se forme dans le sol. Mais ce que je voulais vous montrer juste avant, c'est qu'en fait, chaque fois que vous allez avoir ces lettres,
M, NM, NM non mycorhizé, on n'a pas rajouté de champignons dans le pot. M, mycorhizé, on a mis un champignon dans le pot, on a vérifié qu'il s'était installé dans les racines. Donc là, les deux plantes ont le même âge, ont été cultivées dans la même chambre de culture. Donc vous voyez que la présence du champignon, elle modifie le développement de la plante. C'est pas illogique, la nourriture n'est pas la même. Nous aussi, en fonction de ce qu'on mange, on ne se développe pas de la même façon, on n'est pas dans le même état de santé, etc. Donc c'est exactement cet effet-là qu'on retrouve par la nutrition de la plante, par le champignon. Et je vous disais, on va regarder ensemble la stabilisation dans le sol, parce qu'il faut savoir qu'en plus de ce filet que je vous ai fait imaginer avec ces 100 km de filaments dans ce petit pot, ces champignons ils sont capables d'excréter ce qu'on appelle des glycoprotéines. Alors glyco, on entend sucre, glucides. Le sucre, ça colle. Mettez les doigts dans la confiture, les doigts dans le miel, ça colle. Et ben, c'est des protéines sucrées qui agglomèrent les particules de sol entre elles. Donc il y a aussi un rôle de stabilisation par l'excrétion de ces protéines. Et ça, on va le voir là. On va avoir une petite vidéo. On a fait pousser ces deux plantes pendant 3 mois avec ou sans champignons mycorhiziens. Puis au bout de 3 mois, on a coupé les parties aériennes juste pour ne pas gêner sur la prise de vue. Et puis là, j'ai 2 collègues, vous voyez, sont là avec leur tube gradué, qui versent de l'eau. C'est de l'eau toute bête, du robinet. Et on regarde ce qui se passe. Et vous voyez que là où il y a un champignon, l'eau se trouble beaucoup moins que là où il n'y a pas le champignon. Ici, le sol, il est accroché aux racines, mais c'est tout. Les racines, elles n'occupent pas un grand volume de sol. Si vous avez déjà vu un arbre arraché, vous avez déjà sorti une plante de terre, les racines, ce n'est pas si grand que ça. Alors que là, on avait à droite tout ce filament qui est partout, qui agglomère. Alors on ne va pas se mentir, si je le laisse 2 jours, ça finit par se désagréger tout doucement, etc. Mais ça vous illustre cette résistance que ça peut avoir à l'érosion par l'eau qui traverse le sol, par une inondation, etc., de ce filament qui est dans le sol. Après, il y a encore 2 autres rôles qu'on va regarder ensemble. C'est un rôle, alors on l'appelle un peu fertilisant, c'est ce rôle de nutrition. Je vais chercher à manger et je le ramène à la plante. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo en haut à gauche. Cette plante-là, le poireau, là, il est tout petit, il est tout seul. Et là, c'est des poireaux qu'on poussait avec 4 champignons différents. Et on voit l'effet sur la croissance du poireau d'avoir ce partenaire qui va leur chercher à manger. Dans ce petit pot, finalement, il est tout petit. Mais plus il est petit, plus le mycélium est important pour récupérer tout ce qu'il y a. Et on verra aussi un rôle sur cette fameuse protection dont je vous parlais. Vous avez ici du framboisier mycorhizé et non mycorhizé, sur lequel on a mis un parasite qu'on appelle Phytophthora, qui rentre par les racines. Et vous voyez, les premiers symptômes chez une plante, on les voit toujours sur les feuilles. On voit bien que celle de gauche souffre beaucoup plus que celle de droite. La seule différence, c'est que celle de droite a son partenaire fongique. Alors vous voyez qu'en plus, moi je suis à Dijon depuis 2007, mais mes collègues avant travaillaient déjà là-dessus. Et là, vous voyez que les graphes sont des graphes assez anciens, mais j'aime bien les reprendre pour montrer que ce n'est pas hier qu'on a découvert ça. Ça a quand même 30-40 ans. Et ce qui s'est passé là, c'est une expérience où on a travaillé en plein sol, dans le champ. Et on a planté des prunus, arbres fruitiers, et on a compté. Alors, vous avez un terme un peu barbare qui s'appelle UPI. UPI, ça veut dire unité potentiellement infectieuse. C'est-à-dire le nombre de méchants, on va le prendre comme ça, qui est dans le sol, par gramme de sol, en 50 par gramme de sol. En noir, c'est le sol où il n'y a pas de plante. Après 6 semaines et après 11 semaines. En blanc, c'est le même sol où j'ai juste ramené mon prunus à racines nues. Vous avez vu ce qui se passe? Les pathogènes, ils explosent au niveau de leur population en blanc. C'est normal, moi je dis souvent à mes étudiants, c'est comme open bar, on vous met le buffet, c'est parti quoi. Et après, les 3 colonnes après, c'est les mêmes plantes ramenées mais avec un premier champignon, un deuxième, ou le mélange des 2. Et vous voyez que, comme je vous le disais, le pathogène, il n'est pas éliminé, il ne disparaît pas, mais il n'arrive pas à se développer comme il se développe quand la plante est seule, parce qu'il y a cette compétition entre le champignon et les autres agresseurs, et les agresseurs plutôt, de la plante. Et ça, c'est valable dans le temps, mais on voit que l'intensité de la réponse, elle ne dépend pas de je mets un champignon ou j'en mets pas, mais elle dépend de qui est là, et on voit que même un mélange de champignons, ce qui est quand même le cas dans un sol, n'est ni l'addition, ni la multiplication, ni la soustraction de l'effet de 2. C'est aussi ça qui rend la chose compliquée. Vous avez vu toute la vie qu'il y a dans le sol, et chaque individu a des compétences différentes. Mais je dis toujours, c'est pareil, on est tous de la même espèce. Normalement, on est tous des homo sapiens.
Si je vous demande de démonter l'ordinateur et de le redémonter, je ne suis pas sûr que tout le monde y arrive de la même façon. C'est nos compétences. C'est exactement pareil pour les champignons. Certains vont être plus efficaces en termes d'individus pour défendre. Comment ils vont faire? Ils vont pousser vite, ils vont prendre la place. Alors que d'autres vont être plus efficaces pour aller chercher de la nourriture. Et donc on ne pourra pas juste dire c'est telle espèce, ça fera ça. Donc on sera obligé de faire du diagnostic au cas par cas, à la parcelle, quoi. On ne pourra plus avoir une solution qui dit je mets 2 barils de ceci et 3 sacs de cela et ça marche dans tous les endroits d'un pays. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est qu'il faut comprendre le vivant et que surtout il n'est pas pareil. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos racines? Là j'ai pris une autre plante, c'est une tomate. À gauche elle a poussé toute seule. À droite elle a poussé avec son partenaire. Donc déjà vous voyez l'effet sur les racines. Et on a appliqué un parasite, Phytophthora parasitica. Puis j'ai coupé dans les racines pour voir ce qui se passait. Et chaque fois que vous voyez ces petites auréoles fluorescentes, ici ou ici, c'est du Phytophthora parasitica, c'est l'agresseur. On voit qu'il y en a moins là que ici, mais il y en a. Et c'est quoi la différence? Ça, c'est la plante qui était seule. Là, c'est la plante qui était avec le champignon mycorhizien. Vous voyez qu'il a protégé la plante en empêchant le pathogène de se développer fortement, comme là. Et vous voyez l'effet que ça peut avoir sur le développement de la plante derrière. Ça ne marche que si le champignon mycorhizien est déjà présent quand l'agresseur arrive. Parce que sinon, il ne peut pas avoir activé les défenses s'il n'était pas présent. Ce n'est pas un combat comme ça, c'est une activation des défenses. C'est une protection par le fait d'être là. On a vu un peu la même chose sur la vigne. On ne va pas aller dans le détail de toutes les figures, je vais surtout utiliser celle-là. Je vous ai mis ça pour vous montrer ce qu'on a fait. On a pris un plant de vigne quand il était tout petit et on a séparé les racines dans 2 pots différents. Nous, on appelle ça du split root, séparation de racines. On fait 2 pots. Ça permet de voir si ce qu'on fait dans un côté des racines est transmis comme signal à l'autre côté. Il n'y a pas de contact entre les 2 pots, à part la plante entière. Et donc, on a voulu voir quelque chose qui est une grosse problématique en vigne maintenant, ça s'appelle les nématodes. Il n'y a plus aucun produit sur le marché qui permet de lutter contre les nématodes. Vous savez qu'il y a eu sur 800 produits autorisés en agriculture, on n'a plus que 400 maintenant par rapport à il y a 10 ans. Et donc ça a des conséquences, c'est que les viticulteurs n'arrivent plus à se protéger contre ces nématodes. Et donc on allait voir ce qui se passait si je mettais les nématodes sur mes racines ou pas. Que font ces nématodes? Ils grignotent les racines et ça fait des blessures qu'on appelle des galles, des petits renflements, on peut le compter facilement. Et donc on a fait une première expérience qui était notre contrôle ici, où dans le pot de gauche, j'ai rien fait. Dans le pot de droite, j'ai mis des nématodes qui sont mis à grignoter les racines. Et donc j'ai pu compter le nombre de blessures. C'est ma référence. Quand le nématode est tout seul sur ma vigne, voilà le nombre de blessures qu'il fait. Et puis après, j'ai dit, dans le deuxième pot, celui qui est à gauche, au lieu de rien mettre, je mets un champignon mycorhizien. Il n'est pas en contact avec les nématodes, mais vous voyez que sans être en contact avec les nématodes, on diminue le nombre de galles. Ça, c'est ce que nous, on appelle une protection systémique, c'est-à-dire que c'est un endroit, mais ça protège partout. Troisième expérience, je ne mets rien à gauche, mais je mets la mycorhize et les nématodes dans le même pot. On voit que la protection elle est plus efficace encore, ce qu'on appelle une protection locale. Et enfin, si je mets du champignon mycorhizien partout avant de mettre mes nématodes, c'est la meilleure protection. Donc plus la plante est colonisée par le champignon, mieux elle est protégée contre son agresseur. Je vous ai parlé aussi d'une protection contre les stress abiotiques. Alors, je ne vous dirai pas où, mais ça, c'est un essai qu'on a fait dans les Cévennes, où on travaillait sur d'anciens sols miniers qui étaient très pollués. Ça ne vous parle peut-être pas, mais là, ce sont les chiffres de pollution en zinc, plomb et cadmium dans les bassins de décantation, puisque c'était des mines à ciel ouvert et qu'on utilisait tous ces produits pour extraire le plomb. Et en fait, plus rien ne pousse depuis un siècle où la mine a cessé d'être exploitée sur ce sol. C'est une grande tache orange, beaucoup plus grande que ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des plantes sans rien faire. Il ne s'est rien passé, elles sont mortes très rapidement. Et puis on s'est dit, voyons si nos champignons peuvent apporter une solution. Et donc là en haut, vous avez le carré avec champignons. Évidemment, on en a fait plein des carrés comme ça. Et le carré sans champignons. Vous voyez qu'ici, au bout de 2-3 semaines, il y a déjà une espèce de plante qui a complètement disparu, qui n'a pas survécu. Et quand on a regardé au bout de 3 mois, il n'y avait plus de plantes en bas, il y avait toujours nos plantes en haut. Et 5 ans après, il y avait toujours nos plantes en haut. Évidemment, en bas, elles n'étaient pas réapparues. Mais surtout, il y avait 10 cm de hauteur de différence entre ce carré et tout le sol autour. Ça veut dire que tout le reste avait été emmené par la pluie, par le vent, et était parti polluer les environnants en termes de rivières, de champs voisins, etc.
Donc là, évidemment, on a un rôle aussi qui est utile et qui a été utilisé par d'autres. On a des collègues dans le nord de la France qui ont recolonisé les anciens terrils en plantant du bouleau mycorhizé. Seul, il n'y a pas grand-chose qui poussait. Le bouleau avec le champignon qui avait ce rôle de protection s'est installé, fait chuter des feuilles, fait de la matière organique et permet à d'autres plantes de s'installer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est concrètement appliqué. Au laboratoire, on voit plus facilement ce qui se passe. On a fait pousser cette plante avec et sans son partenaire sur un sol très riche en cadmium. Vous voyez l'effet sur le développement de la plante lié à ce côté protection par le champignon mycorhizien. Et je vous ai dit le rôle de base, mais que j'ai gardé pour la fin, c'est ce rôle de fertilisation, de nourrir la plante. Comment ça marche ? La première fois que ça a été démontré, ça date des années 90. Toujours dans nos domaines expérimentaux, les collègues avaient fait ce qu'on appelle des carrés latins, c'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose, reproduite un grand nombre de fois. C'est pour avoir une valeur statistique et pour être sûr que dans ce sol-là, à cet endroit-là, j'avais comme par hasard une ancienne trace de pollution que je ne vois plus. Et donc ce qu'on a fait, on a fait ça avec différentes plantes, de l'oignon, du céleri, etc. Pardon. Et on voit que dans mon sol non désinfecté, ma plante, elle pousse bien. Il n'y a pas de secret. Et on voit ce que Franck avait déjà montré. Si je désinfecte mon sol, en bas à droite, ma plante, elle pousse beaucoup moins bien, parce qu'elle n'a pas ses alliés. On peut compenser ça, ce qu'on a fait pendant des années en agriculture, en amenant des engrais. On peut restaurer la croissance de la plante, parce que j'en mets beaucoup. Mais il faut savoir qu'une grande partie de ce que je mets, du coup, est perdue, parce que la plante, elle n'a pas ses racines partout. Et là, on a juste rajouté un champignon, on n'a même pas recréé toute la vie du sol. Et vous voyez que finalement, on arrive à nourrir nos plantes par la présence de champignons qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus dans tous les recoins chercher les éléments minéraux qu'il y a dans le sol. Donc c'est un peu ce qu'avait fait Franck, avec en plus la comparaison avec ce côté apport d'engrais. On le voit aussi sur plein d'essais qu'on a fait justement en termes de production. On voit ici des asperges, seules, avec leurs partenaires. Alors les seules, elles vont finir par pousser. Elles vont pousser beaucoup plus lentement et mettre beaucoup plus de temps à se développer. On voit aussi l'effet sur des pommiers en pot. Alors ça, on a travaillé avec des pépiniéristes qui étaient très heureux parce qu'ils avaient des plants très homogènes et qui étaient faciles à vendre. Ils faisaient tous la même taille. Pour eux, c'est facile à gérer. Alors attention, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas un miracle derrière. Ça ne marche pas aussi bien sur toutes les plantes. Je vous montre aussi les plus intéressantes. Sur l'olivier, ça marche très bien. On a fait des essais il y a 30 ans sur des oliviers et encore aujourd'hui, on voit la différence en termes de production entre ceux qui ont été inoculés dès le départ et ceux qui se sont débrouillés tout seuls pour trouver leur mycorhize. Parce que je vais vous dire autre chose, si vous mettez une plante dans le sol, allez, on va prendre large pour prendre aucun risque, mais ça sera sûrement plus court. Mais au bout de 2 ans, elle aura des mycorhizes, elle aura des partenaires, elle en aura trouvé. Il y en a dans le sol. Est-ce qu'ils seront efficaces ou pas, on n'en sait rien, mais elle aura trouvé des partenaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de ramener des champignons mycorhiziens. Il faut peut-être aider la plante à aller vers eux dès le début. Et je vais vous montrer un ou deux trucs. Ça, par exemple, c'est quelque chose, en Côte d'Or, on cultive beaucoup l'oignon. Et donc, l'oignon est aussi un consommateur d'engrais en phosphate. Et donc, on a essayé de les faire pousser pendant 4, 6, 8 semaines en ne rajoutant pas de phosphore ou en rajoutant, en amenant de l'engrais. Et vous avez à gauche la plante seule, en hachure. Et les colonnes sombres, c'est la plante à qui on a donné un partenaire mycorhizien. Enfin, je dis la plante, c'est les plantes, évidemment, on l'a répété un grand nombre de fois. On voit qu'au bout de 4 semaines, il n'y a pas beaucoup de différence entre toutes ces conditions. Au bout de 6 semaines, on voit que si j'amène à manger à ma plante, finalement, il n'y a pas un énorme avantage d'avoir un partenaire fongique. C'est logique, on en amène tellement qu'elle est capable de le trouver au niveau de ses racines. Par contre, si je n'amène pas d'engrais, là, je commence à voir une différence sérieuse entre la plante seule et la plante avec son partenaire. Et je vois qu'au bout de 8 semaines, il n'y a pas de différence avec le fait d'avoir un partenaire ou pas si j'amène à manger. Par contre, si je rends la plante dépendante parce que je n'amène pas d'engrais, oui, là, elle a besoin de son partenaire et elle se développe très bien avec lui. Vous avez vu aussi bien que s'il y a des engrais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir demain se passer des engrais. Mais on a vu qu'on pouvait au moins réduire de 30% la quantité d'engrais qu'on mettait pour cultiver des plantes. Et alors en plus, on a une nouvelle fenêtre de recherche dont on s'est rendu compte un peu par hasard, qui est en fait le fait que la présence de ce champignon va agir sur la qualité de la production végétale, c'est-à-dire ce qu'on mange nous derrière. Et si la qualité change, ça veut dire que nous aussi, on a un intérêt à avoir quelque chose de qualité. Je vais vous donner 2-3 exemples rapidement.
On a vu ça par hasard en travaillant sur la patate douce, où on s'est rendu compte que selon le champignon, on avait un rendement amélioré. On a pu vérifier avec des marqueurs moléculaires, c'est juste là pour vous dire, on a vérifié que c'était bien le champignon qu'on a ramené qui restait et qui apportait ça. Et en fait, on a eu une augmentation de la croissance de nos patates douces en termes de tubercules, mais on a surtout vu une augmentation du contenu en sucre et en carotène. Carotène à la base de synthèse de vitamines et autres, la couleur orange. Et donc on s'est dit, peut-être que la présence de champignons qui modifient l'alimentation, modifiant le métabolisme de la plante, va modifier la qualité du produit final. Et c'est ce qu'on voit effectivement ici. Mais par contre, regardez bien les colonnes blanches, la plante toute seule, la plante avec un premier, la plante avec un deuxième, la plante avec un troisième, on voit que l'effet n'est pas spectaculaire et qu'il varie quand même encore entre les champignons. Alors les carotènes, j'ai parfois pratiquement pas d'effet d'avoir un partenaire, mais parfois j'ai un effet très fort. C'est là que je vous disais, on ne pourra pas dire qu'il y a une souche qui va fonctionner partout. Donc le but, c'est pas d'amener des champignons, mais c'est d'avoir le maximum de diversité de champignons dans le sol pour que la plante, on l'a vu tout au début quand elle fait sa sélection, elle trouve les plus efficaces pour l'aider par rapport à ce dont elle a besoin. On voit en bas un peu la même chose sur l'oignon, où on s'est rendu compte que la production, elle pouvait être fortement augmentée en présence de mycorhizes, mais surtout quand on avait fait quoi ? Quand on avait diminué les apports d'azote de 50%. Ça veut dire que j'ai obligé la plante à aller voir mon partenaire. Si je la nourris trop bien, pourquoi elle irait investir 20% de son sucre si elle a tout ce qu'il lui faut parce que j'en mets beaucoup ? Là, du coup, elle allait vers son partenaire et du coup, l'effet est le plus grand. Et qu'est-ce qu'on a mesuré ? Là, c'est l'isoalinine. On a mesuré plein d'autres composés soufrés. Vous savez que nous, les animaux, on ne sait pas faire de produits soufrés, d'acides aminés soufrés. On est obligé de les trouver dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger de l'ail, de l'oignon, etc. Ce sont les plantes qui en contiennent beaucoup. Et là, tout d'un coup, j'ai plus de composés soufrés dans mon oignon. Il est de meilleure qualité en termes d'oignon. Après, ce que moi je fais au-dessus va avoir un effet sur ce qui se passe en dessous. Je ne le vois pas, mais j'ai un effet. Je vous ai montré ce résultat-là pour vous illustrer ça. C'est dans les vignes, dans le Bordelais, on avait 3 conditions. J'en ai mis que 2 parce que ça simplifie les choses. On désherbait le viticulteur en mécanique. Il laissait pousser son herbe. On avait une 3e condition qui était un désherbage chimique. Il appliquait un produit chimique. Et on allait compter pour les groupes de champignons, lesquels on trouvait et en quelle quantité. Et ce que vous voyez en rouge, c'est ce qui a été compté quand le désherbage était mécanique sur les racines de la vigne. Et en vert, quand le désherbage n'était pas fait. Et on ne voit pas que dans un cas, il y a des champignons et dans l'autre, il n'y en a pas. Mais on voit que ce ne sont pas les mêmes qui dominent. Donc moi, quand je fais quelque chose au-dessus, j'impacte ma diversité. Vous voyez que celui-là, il est très présent quand j'ai de l'enherbement, alors que ceux-là ne sont pas du tout présents. Donc il y a toujours des champignons. Moi, je n'ai pas vu un sol où il n'y en avait pas. Mais par contre, ce n'est pas forcément les mêmes. Et la diversité, elle sera d'autant plus forte que j'ai une diversité de plantes au-dessus. Plus j'ai de plantes, plus chacune choisit des partenaires différents, plus j'entretiens ma diversité de plantes. De champignons, pardon. Et alors on va arriver sur la dernière thématique, ce qu'on appelle les fameux réseaux mycéliens communs, RMC. Alors c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 90, qui a été publié d'ailleurs dans la très célèbre revue Nature par Suzanne Simard. Elle a appelé ça le Wood Wide Web. 3W. On revient au World Wide Web. Les chercheurs, c'est des grands enfants. Le World Wide Web, ça veut dire le réseau à l'échelle de la planète. Elle a parlé du réseau à l'échelle de la forêt. C'est quoi ce réseau à l'échelle de la forêt ? Je vous ai dit, il y a plein de kilomètres de champignons dans le sol. Certaines plantes sont connectées par un premier champignon, d'autres par un autre, et certaines, comme celle-là, sont connectées par le premier à celle-là, et à celle-là par un deuxième. Et donc, ce qu'on appelait le Wood Wide Web à l'époque, c'était l'ensemble de ces réseaux souterrains. Maintenant, on appelle ça le réseau mycélien commun parce que ce n'est pas que dans la forêt. Même si on en parle toujours beaucoup dans la forêt, dans les médias, c'est valable dès qu'il y a des plantes. Et ça connecte des plantes de la même espèce et d'espèces différentes. Et il sert à quoi ce réseau à la plante ? Ce réseau à la plante, il sert à 2 choses. À échanger de la nourriture avec d'autres plantes en fonction des besoins. Il faut savoir qu'il y a des travaux qui ont montré que quand on coupe une souche d'arbre, elle pouvait être nourrie pendant 2 ans par les autres plantes autour. Après, il y a un moment, en se rendant compte qu'il n'y a pas de retour, on n'investit plus, on le laisse tomber. S'il a fait des rejets qui repoussent, il est dans le réseau, il continuera d'envoyer, etc. Et ça sert aussi aux plantes, et on ne connaît pas les signaux, ça sert aux plantes à communiquer. On a montré que quand une plante était attaquée par un pathogène, elle pouvait prévenir le voisin. Alors,
si je vous dis, OK, cet arbre-là, il va prévenir celui-là qu'il est attaqué, ça peut paraître juste. On se dit, le pathogène, il peut aller peut-être plus vite. Mais repensez à nos plus grands champignons au monde tout à l'heure. Si le champignon, il a un mycélium qui couvre 8,9 km², là, vous voyez la force de signaler une attaque. On peut signaler des plantes qui sont plus éloignées. On ne connaît pas la nature du signal, hein, je vous le dis clairement. On cherche, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que si on coupe ce mycélium, ce signal ne passe plus. Donc il y a quelque chose qui est transmis dans le mycélium, qui prévient les suivants, qui active leur défense. Et pour vous donner une idée de l'importance que peut avoir ce réseau, j'ai repris des travaux de collègues qui ont travaillé sur une petite parcelle en forêt, avec du pin Douglas et un champignon que là je vous ai sorti du sol, qui normalement pousse dans le sol, comme la truffe, hein, Rhizopogon. Et cette parcelle, elle fait 30 sur 30. C'est petit. Hein. Donc dans cette parcelle, on a 67 arbres. Chacun, c'est une étoile verte. Les traits entre les arbres, c'est quand on a trouvé un champignon commun entre ces arbres, c'est-à-dire qu'ils étaient connectés par un champignon. Et donc vous voyez que l'arbre qui est le plus connecté, c'est lui. Alors il est connecté à 47 autres arbres. Donc vous voyez, en 30 mètres sur 30, j'ai déjà 48 arbres connectés ensemble. Et il n'est pas connecté par un seul champignon, mais il est connecté par 11 champignons différents, de 2 espèces différentes. Donc vous voyez la complexité de ce réseau. Alors en plus, comme on ne peut pas le suivre dans le sol, pour arriver à le décrypter, vous imaginez bien le travail qu'il faut. Donc on n'est pas encore au bout, et on est très très loin du bout de comprendre comment marche ce réseau. Mais voilà, l'importance qu'il a, c'est ça. Et alors, je vous ai dit, il sert à échanger des nutriments. On a voulu vérifier avec mes collègues, et on a fait des essais en prenant différentes plantes et différents scénarios. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'a dit, le champignon donne autant qu'il reçoit. La plante donne autant qu'elle reçoit. On m'a dit 1 kg contre 1 kg. On s'est dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des plantes qui recevront plus que d'autres? Et est-ce que ce qu'elles reçoivent, si j'imagine tous les cas d'école, est exactement comme on l'avait appris, et ce qui était vraiment les connaissances de l'époque, je reçois autant que je donne. C'est vraiment un équilibre. Ou est-ce que je reçois plus que je donne, je reçois moins que je donne? En gros, qu'est-ce qui se passe dans le sol? Pour faire ça, on a la chance. Il y a des plantes qui ont des façons de faire la photosynthèse différentes. Ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle les plantes en C3, en C4 ou en CAM, selon le sucre qu'elles fabriquent. Donc on est capable de dire, grâce à la radioactivité naturelle, un isotope froid, le carbone 13, le carbone c'est pas toujours 14, qui a donné quoi aux champignons. Ça, on peut le voir. Ils ne font pas les mêmes sucres, on est capable de les reconnaître, même une fois que c'est dans le mycélium. Donc on a utilisé 2 plantes qui ont des photosynthèses différentes. Vous voyez la valeur ici, ce qu'on appelle le delta 13C, c'est juste pour vous dire qu'on sait les reconnaître. On a utilisé le lin et on a utilisé le sorgho. Et on les a cultivés ensemble et on s'est dit, ils vont donner, on va pouvoir mesurer ce qu'ils donnent et ils vont recevoir. Comment on a mesuré ce qu'ils reçoivent? Là aussi, on a utilisé un isotope froid de l'azote 15 au lieu de l'azote 14 pour le chiffre atomique se connaissent. Ce n'est pas radioactif, mais on peut le tracer, on peut savoir où il va. Donc on a mis de l'azote dans le sol et on a regardé à qui le champignon donnait en fonction de ce qu'il recevait. Alors si on regarde le résultat brut, la première fois qu'on le regarde, on regarde ça. Voilà le premier essai. Le champignon qu'on a introduit, c'était Rhizophagus irregularis. On a vu un lin qui investissait très peu par rapport au sorgho et qui recevait beaucoup plus que le sorgho. Donc quand on a regardé ça, on s'est dit, la coculture lin-sorgho, c'est pas pour demain parce qu'on va perdre en sorgho et c'est pas terrible. Et puis après, on a mesuré la biomasse de sorgho quand il a poussé avec un lin et quand il a poussé avec un autre sorgho. Et on s'est rendu compte que le sorgho, là, qui reçoit très peu, il faisait 5% de masse de plus que le sorgho qui avait poussé tout seul, avec le champignon, mais pas une autre plante. Donc finalement, c'est pour ça qu'il ne faut plus rester sur cette idée, je donne en fonction de ce que je reçois, on parle de gagnant-gagnant, mais je reçois en fonction de ce dont j'ai besoin. Si je peux émettre plus, j'émets plus, c'est pas grave du moment que j'ai ce qu'il me faut pour me développer. Donc c'est en permanence des échanges que chacun contrôle. Si vous mettez la plante avec une ombre très très forte pendant 3 jours, tout d'un coup, chacun essaye de reprendre au milieu ce qu'il peut. Donc là, c'est vraiment contrôlé par les deux. Et puis alors regardez, on a changé le champignon pour voir. C'est les mêmes plantes. Vous voyez que c'est moins déséquilibré que ça ne l'était en termes d'investissement et de retour. Sachant que dans un sol, vous allez avoir plus de 2 champignons qui vont connecter les plantes. Donc là aussi, vous voyez la complexité du système. Mais c'est en permanence contrôlé par tout le monde en fonction de leurs besoins. Il ne faut pas imaginer ça comme parfois on nous le vendait en disant
tout le monde s'aime, ils vécurent heureux, etc. Non, c'est on est ensemble, ça se passe bien, on reste ensemble. C'est vraiment comme ça. Et alors, pour finir sur une échelle médiatique, on a beaucoup parlé de ces réseaux. Et j'ai vu que dans une ancienne conférence, si vous étiez là de la Fondation, certains avaient discuté de cet aspect-là. On a parlé de ces réseaux, ça a été très médiatisé. Il y a un livre de Peter Wohlleben qui parle de la vie secrète des arbres. Et il y a eu des émissions comme Envoyé spécial et autres qui ont parlé de l'Internet de la forêt. Et puis tout d'un coup est née une controverse dans le monde scientifique parce qu'on s'est dit les gens ils ont peut-être surinterprété leurs résultats, c'est peut-être pas comme c'était. Et il y a eu une réponse à cette controverse. Et c'est une discussion qui arrive finalement à la fin. On s'est rendu compte que le problème, c'était pas qui disait quoi. Bon, déjà, quand les médias le disent, ils déforment un peu parfois. Mais c'est surtout parce que tout ça avait été regardé avec une vision trop anthropocentrée. On veut transmettre à la nature ce que nous, on pense. La mère donne à ses enfants. La mère nourricière. Ben non, c'est pas toujours comme ça dans la nature. Et donc, en fait, les réseaux, ça marche, ça existe. Mais il faut oublier des relations comme nous, on aimerait les voir. Je privilégie ma famille, je fais ceci, mon copain, etc. C'est en fonction des besoins et de ce que je peux donner. C'est un équilibre. Et cet équilibre, il est fragile. Le moindre déséquilibre, quelqu'un qui était gentil peut devenir méchant. Il y a des tricheurs dans la nature, c'est comme partout, qui font semblant de donner à manger, qui ne donnent pas. Il y a de tout. Et tout ça est un équilibre. Et donc, si on se met plutôt dans ce qu'on appelle maintenant le bioperspectivisme, c'est-à-dire que tous les êtres vivants ont la même importance, quelle que soit leur taille, leur nombre, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de chercher cette relation. Le réseau marche, on sait que ça permet d'échanger des nutriments, et ce réseau permet d'échanger des signaux. Mais il ne faut pas vouloir surinterpréter comme ça a été fait. Et quand on disait au début, finalement, c'est une grande journée pour ces réseaux souterrains, on n'a pas de prix Nobel en environnement, vous savez qu'il y en a un en santé, et il existe un prix qui est l'équivalent du prix Nobel de l'environnement, qui a été attribué ce matin à Toby Kears, qui est noté ici en dernier auteur, pour son travail sur les réseaux souterrains de champignons. Il faut savoir qu'elle est en train de recenser toutes les données scientifiques du monde entier au niveau de la vie dans le sol, et qu'elle a même fait un atlas du sol pour comprendre comment ces réseaux se développent. Elle a montré pourquoi ils se ramifient parfois, etc. Elle a beaucoup contribué à cette connaissance des échanges. Donc pour nous, c'est vraiment un grand jour parce qu'on voit que c'est de plus en plus important ce qu'on travaille sur ces micro-organismes du sol. Et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Oui, merci pour votre intervention très passionnante. Je voulais savoir s'il y avait certains mycorhizes qui étaient capables de transmuter biologiquement des métaux lourds en éléments inertes ou moins délétères que les métaux lourds. Alors, les transmuter, non. On sait que soit ils vont les stocker, soit ils vont carrément les excréter. Parfois, on sait qu'ils vont les inactiver, mais il ne faut pas imaginer ça comme une solution de dépollution d'un sol. D'accord, merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Une question, c'est, on dit qu'il ne faut pas passer un motoculteur dans un jardin parce qu'on va couper les champignons. Et est-ce que ça ne ferait pas comme des boutures ou comme les vers de terre, les couper se repoussent Qu'en est-il exactement, le vrai et le faux? Alors c'est comme la queue du lézard, ça repousse, mais ça repousse doucement. C'est pour ça que si je vous ai dit, si vous mettez une plante dans un sol sans lui amener de champignons, elle va finir par trouver un réseau, ça va se faire. Mais certains champignons poussent à une vitesse d'1 centimètre par jour, ce qui est très rapide. D'autres à une vitesse d'1 centimètre par 3 mois. Donc quand vous cassez, si vous cassez trop souvent et trop profondément, le temps que ça se régénère va prendre beaucoup de temps. Donc tout dépend de la répétition, de la profondeur et de l'intensité de la façon dont vous attaquez le réseau. C'est pour ça qu'un des conseils qu'on donne nous en agriculture, c'est pas, si on peut, de ne pas les labourer profondément, mais surtout d'éviter le labour profond, répété. Pour un exemple concret, c'est que si vous avez un sol nouveau que vous découvrez, vous pouvez lui apporter des éléments, tout mélanger pour refaire la structure du sol et après ne plus avoir à remélanger pour que le sol soit bien plus riche. Je ne pourrais pas vous donner de réponse générale parce que je n'ai pas vu votre sol. Il y a sol et sol. Vous me dites refaire la structure. Si elle est bien, il n'y a pas besoin. Parfois, un petit griffage en surface suffit. Il y a beaucoup d'endroits où ça fait que 30 ans, on n'a pas fait de labour, on a fait un griffage en surface. Ça peut être suffisant. Mais tout dépend du sol. C'est le problème de travailler avec la biologie, c'est qu'il n'y aura pas de réponse générale, comme en chimie où on peut donner ceci, cela.
Là, il va falloir regarder, faire une analyse. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'avenir de ce secteur-là pour les industriels, c'est le conseil. Ce n'est pas le produit, c'est le conseil. Il va falloir diagnostiquer et regarder. Il n'y aura pas de réponse générale, justement. Quand j'installe une truffière, je fais un labour très profond parce que la truffe est un mauvais compétiteur. Donc, je veux me débarrasser des autres champignons. Donc là, j'ai intérêt à faire ça. Mais tout dépend ce que vous voulez faire de votre sol. Je suis désolé, il n'y aura pas de réponse très précise. Oui. Est-ce que le réseau de champignons peuvent être porteurs de maladies? Alors, la question, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, c'est est-ce que les champignons peuvent être porteurs de maladies? Alors, pour les champignons mycorhiziens, ça fait 450 millions d'années, en tout cas, que ce n'est pas le cas. On n'a encore jamais vu d'exemple. Je ne pourrais jamais l'exclure avec du vivant, mais on n'a encore jamais vu. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs des autorisations de mise sur le marché de champignons mycorhiziens. Et une autre question, quand il y a des sols qui ont été complètement anéantis par la guerre, par exemple, comme dans l'Argonne ou tout ça, est-ce que ça peut pas être une solution de remettre des champignons pour essayer de... Voilà. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on l'a fait sur les terrils, par exemple, du nord de la France et en Belgique. Je prône pas trop le fait de mettre des micro-organismes dans un sol. Je dirais que c'est dans 1% des cas. Un cas très précis comme celui-là peut l'être. Moi, je préfère qu'on prenne 2-3 ans pour restaurer la diversité en mettant un mélange prairial, en faisant quelque chose. Plus j'ai de plantes au-dessus, plus j'aurai de diversité en dessous. Évidemment, si elle est riche au départ, ça va aller plus vite. Donc un sol abîmé, oui, ça peut être une solution pour installer des plantes. C'est ce qu'on a fait dans les Cévennes, c'est ce que les collègues ont fait sur les terrils. Donc là, on amène la plante avec son partenaire. Mais ce n'est pas nécessaire dans beaucoup de cas. Oui, une petite question sur les expériences passionnantes que nous avez montrées. Les mycorhizes, vous les apportez comment? C'est-à-dire que ce soit en pleine terre ou au labo, c'est des filaments, mais eux-mêmes sont connectés quand ils deviennent mycorhizes. Mais vous les apportez comment quand vous mettez plus mycorhizes? Alors, il y a plein de moyens de les amener. Ce que vous allez trouver dans le commerce, et qui est dans le commerce parce que c'est le plus stable, c'est les spores. On sait récolter les spores, on sait les produire. Je vous ai montré ces petites boules tout à l'heure. Vous amenez ces petites boules. En théorie, il suffit d'une petite boule par plante pour former l'interaction. Quand je le fais au labo, on met la grosse dose, on met 50 à 100 spores par plante, mais pour être sûr que ça marche. Mais c'est une première solution. La deuxième, c'est des morceaux de mycélium. Donc si on a une culture de mycélium, on peut, parfois il suffit même de couper les racines d'une plante qui a été mycorhizée. C'est une façon d'inoculer qui existait autrefois. Sauf que là, vous ne contrôlez pas ce que vous faites. Vous pouvez, si un pathogène dans les racines, vous allez le ramener aussi. D'accord ? Et la façon que moi j'utilise le plus souvent au labo, c'est qu'en général, on utilise ce qu'on appelle une plante donneuse. On prend par exemple un poireau qu'on a déjà mycorhizé, on le met dans le pot, le réseau en part, ça colonise l'autre plante. C'est pour ça que je disais dans la nature, si vous avez déjà d'autres plantes, etc., votre réseau, il existe. Et votre plante, elle va être dedans, elle va trouver. La seule différence, c'est d'amener une plante à racines nues ou de l'amener déjà avec des partenaires. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'achète des plants pour chez moi, je prends toujours des choses chez un pépiniériste qui est à 10 km de chez moi. On a le même sol, les champignons qui seront sur ces racines, elles seront bien. Si le plant est dans un gros conteneur noir qui a été en plein soleil tout l'été, il n'y aura plus beaucoup de champignons. Là, ça peut être intéressant d'en ramener. Moi, je pose une question. Parfois, on entend que les vibrations des éoliennes, ça peut perturber la forêt. Alors, à ce titre-là, ça peut être autant le socle, les vibrations transmises par le socle qui pourraient perturber les champignons, le réseau mycellaire. Ou bien, est-ce que vous avez fait des études là-dessus? Très honnêtement, je n'ai pas connaissance d'études sur cet aspect très précis, clairement. Par contre, on sait que les racines des plantes réagissent aux ondes sonores, aux vibrations, et qu'effectivement, elles sont impactées. Mais alors, de différentes façons, il y a eu plein d'études avec plein de longueurs d'onde, etc. C'est comme tout, c'était pas toujours bien, pas toujours mal. Donc là, vous donner une réponse précise là-dessus, non. Qu'il peut y avoir un impact, oui. Il sera négatif, bénéfique, j'en sais rien. On sait que les champignons eux-mêmes émettent des ondes sonores que nous, on ne capte pas, mais qui commencent à être retranscrites grâce à des instruments spécialisés. Ah oui, là, c'est ce qu'ils appellent les infrasons, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, mais que ça a un effet, oui. Mais par contre, lequel, je ne peux pas vous dire. Alors, sur le point précis, en plus, il n'y a pas d'étude du tout.
D'accord. Et autre question, par rapport aux incendies, donc le sol, enfin c'est ce que vous répondiez tout à l'heure par rapport à un sol qui avait été dévasté par la guerre, quoi. C'est pareil. D'accord. L'incendie est encore différent parce que il faut savoir que des spores de champignons, on en trouve à plusieurs mètres de profondeur. Moins qu'en haut, etc. Donc il y a aussi une espèce de réserve naturelle. Et puis, surtout, à la limite, si le mycélium, la spore, c'est un super organe de conservateur. Ça résiste à plus de 100 degrés. Ça résiste à beaucoup de choses. C'est encore plus protecteur que la graine. Et puis parfois... Par contre, il leur faut une plante. Donc après l'incendie, il faut replanter. Et j'avais lu autrement que autour de Tchernobyl, là, il y avait une végétation qui était par endroits luxuriante. Donc c'est par rapport à ces vacuoles, enfin ceux qui assimilent. Oui et non. Oui et non. Il y a un arbre qui est connu, le ginkgo biloba, pour avoir résisté à Hiroshima. On sait par exemple que les bouleaux autour de Tchernobyl n'ont pas du tout été mutés au niveau de leur ADN, donc les plantes ont résisté d'une certaine façon. Donc il y a aussi ce côté-là, ça ne m'a pas abîmé, donc je vais bien. Et il y a aussi le côté qu'il y a une disparition d'une certaine compétition, donc il y a des végétations qui vont très bien. Elle n'est pas perturbée, personne n'y va, mais si on arrête d'aller dans une forêt ici, elle va se redévelopper toute seule aussi, quoi. Donc c'est pas que ça, je pense pas. D'accord, merci. Donc quand on a une prairie qui est avec une très jolie biodiversité de plantes et qu'on veut y installer quelques arbres ou alors un jardin, quelle est l'erreur à ne pas faire? Comment s'y prendre? La première erreur, c'est d'enlever toutes les plantes et d'attendre 3 mois. Si on veut enlever des plantes, on le fait au dernier moment en amenant tout de suite les nouvelles plantes pour que les champignons puissent se rééquilibrer avec eux. Si on veut amener des arbres, c'est encore plus simple, il faut amener les arbres au milieu de la prairie. On la laisse en place. Alors après, tout dépend de l'arbre. Les arbres, jusqu'aux arbres fruitiers, c'est de l'endomycorrhize à arbuscule. Si c'est de l'érable, il fait les deux. Si c'est du peuplier, il fait les deux. Si c'est du chêne, il fait les deux. Si c'est le bouleau, il n'interagira pas avec le réseau de la prairie, il ne fait que de l'ectomycorhize. Et ça, il existe des tableaux qu'on trouve sur Internet, etc., qui permettent de voir. Donc peut-être que là, j'ai intérêt à acheter mon bouleau déjà mycorhizé, c'est-à-dire que c'est un pépiniériste qui va le produire en plein sol. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ça soit en paysage ou en culture, l'effet du bâchage. Bâchage noir, solarisation ou bâchage couverture ou Les comment? deux. D'accord. Parce que le bâchage noir solarisation crée une grande température dans le sol. L'idée, c'est de justement à peu près stériliser un sol. Donc là, encore une fois, on est dans une période où il n'y a pas de plante partenaire. Donc s'il reste très longtemps, après, s'il y a une plante, elle peut être loin, parce que le mycélium, vous avez vu, ça pousse. Oui. Donc s'il y a une plante réservoir, ce n'est pas un problème. Si vous avez une grande surface qui est bâchée pendant longtemps, pareil, vous allez perdre il y a des spores qui vont rester, ça je vous le garantis. D'accord, ok. Mais par contre, il n'y aura plus de réseau intact. Il va falloir attendre que ce réseau se reforme si vous ramenez des plantes seules. Donc il vaut mieux couvrir avec des choses peut-être un peu plus respirantes ou paillées ou avec du broyat ou des choses comme ça. L'idéal, c'est de couvrir avec quelque chose qui est dégradé par des micro-organismes, donc qui respectera tout le cycle. Les champignons mycorhiziens ne dégradent pas, mais eux servent de convoyeurs entre ce que les autres ont dégradé et la plante. Donc l'idéal, c'est de nourrir votre sol. Alors oui, c'est plus embêtant parce qu'il faudra le refaire régulièrement, mais l'idéal, c'est ça. Ou alors d'avoir un couvert végétal. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport aux amendements pour optimiser le développement des mycorhizes, notamment par rapport au rapport carbone-azote du compost? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres? Pas forcément. Alors sachant que le carbone, la mycorhize, c'est pas tellement la mycorhize qui en bénéficiera. Comme je viens de le dire à l'instant, c'est plutôt les dégradeurs qui vont en bénéficier. Donc là, on peut avoir un impact sur les dégradeurs, et les dégradeurs, eux, la mycorhize derrière, elle viendra transporter à la plante. C'est pas elle qui va dégrader. Mais plus l'amendement est organique, plus il va obliger votre sol à fonctionner. C'est-à-dire que la plante, elle est capable de prélever la matière minérale. Si je prends l'azote, elle est capable de prélever de l'ammonium et des nitrates. Elle prélève très mal les acides aminés, les protéines. Là, elle a besoin des partenaires. Donc plus il va être organique, mieux ce sera. Donc fumier, compost, etc. Sachant que le compost, faut toujours se méfier, ça peut être une source de pathogènes. Il faut toujours savoir ce qu'on a fait. Ok, merci. Si les mycorhizes se nourrissent donc de sucre des plantes, est-ce qu'il est possible de les favoriser en leur apportant des sucres comme la vinasse de betterave par exemple? Non, c'est d'autres champignons qui en bénéficieront, mais pas le champignon. Lui, il ne le prélève pas dans le sol, il le reçoit des racines. C'est un échange directement dans la structure d'échange.
Ils peuvent très temporairement, quand ils sont seuls au début, pendant 1 à 2 semaines, en prélever un peu, mais très mal. Donc c'est pas eux qui sont favorisés, c'est d'autres champignons encore une fois, quoi. Mais aussi des pathogènes possibles ou des saprotrophes, quoi. Chacun peut avoir un rôle. J'aurais voulu connaître généralement les conseils, parce que vous en avez donné quelques-uns, mais quels seraient vos plus grands conseils à des paysagistes, justement pour favoriser les mycorhizes? Et une autre question, c'était par rapport aux végétaux en racines nues. Est-ce que du coup, il vaudrait mieux éviter et prendre des végétaux de conteneurs? Parce que bien souvent, en aménagement urbain, malheureusement, on est un peu déconnecté de l'idéal, de l'état idéal. Alors j'ai pas ramené ces études-là aujourd'hui, mais on travaille pas mal en aménagement urbain, notamment au niveau de la ville de Paris, où on travaille sur des choses depuis 30 ans. Et on a pu voir un effet justement d'amener des plants avec mycorhizes. On avait un jaunissement plus tardif, enfin on avait un vrai résultat spectaculaire, on a fait un arbre sur 2. Et là on est en train de regarder 30 ans après si ça s'est maintenu ou s'il faut re-amener du champignon, etc. J'ai un collègue qui a fait ça sur des arbres de cimetière, d'alignement, etc. Donc ça se fait. Privilégier racines nues, privilégier container, privilégier pleine terre. L'idéal, c'est pleine terre. Après, container, encore une fois, ça dépend. S'il a traîné longtemps au soleil, en général, ils sont noirs. Ça va être comme racines nues. Si vous l'amenez racines nues, c'est peut-être là qu'il faut faire un petit pralin avec un produit mycorhizien. C'est ce qu'on a fait justement avec la ville de Paris pour mettre en place. On fait un petit pralin. On le fait sur rosier aussi. Donc ça se fait. Il faut le prévoir à ce moment-là, au moment de la plantation. Sachant qu'après, en milieu urbain, ce sera plus difficile et pour la plante et pour les champignons si le terrain est très imperméabilisé, si la fosse est petite. Il y a tout un nombre de facteurs à prendre en considération. Et il faut aussi choisir, pas pour avoir vu des expériences malheureuses, des plantes adaptées au sol où on les met, même avant les champignons. Est-ce qu'il est possible de prendre de la terre dans une forêt et de l'amener dans le jardin? Prendre du funicelium, en fait, la portée du mycélium? C'est possible, mais c'est pas très intéressant. Parce qu'elle n'aura pas la même composition que votre sol et ne seront pas forcément les bons micro-organismes qui seront présents. Ouais. Il vaut mieux nourrir votre sol avec un amendement, comme on disait tout à l'heure, organique, etc. Et alors les limaces, c'est les ennemis du mycorhize, quoi, en fait, ça. Parce que quand on a des plantes qu'elles adorent, elles mangent tout. Et donc il faudrait laisser des plantes qu'elles n'aiment pas, quoi. La nature est bien faite. En milieu naturel, il restera assez de plantes. C'est quand nous, on plante quelque chose de précis, qu'elle mange ce que nous, on veut. C'est comme la mauvaise herbe. C'est nous qui avons décidé que c'est une mauvaise herbe. Elle a sa place. Donc, non, je ne le mettrai pas en ennemi des mycorhizes. En tout cas, pas en milieu naturel. C'est plutôt votre ennemi à vous. Merci. Et est-ce que finalement, il vaut mieux privilégier la diversité, en fait, des cultures plutôt que des grands espaces d'une même culture? Alors, pour la mycorhize, oui, mais en plus pour le fait que c'est le problème qu'on a eu avec beaucoup d'arbres d'alignement, par exemple ce genre de choses, ou la monoculture, c'est quand il y a un pathogène qui arrive, là aussi c'est open bar. Quand il y a une diversité, ne serait-ce que de variétés au sein d'une même espèce. C'est ce qu'il faut de plus en plus faire et on y vient en production, on mélange au moins les variétés. Et après, ce que je vous disais, une prairie sera plus riche que de la monoculture et c'est clair et net, quoi. Parce que vous avez vu, on choisit ses partenaires. Donc si au-dessus il n'y a que les mêmes partenaires, en dessous il ne restera que les mêmes. Et quand vous changerez, ça mettra plus de temps. En tout cas, merci beaucoup, professeur Ovitch, de vous être joint pour cette... on reprend comme l'année dernière. Hein. Donc, prochaine conférence le mercredi 4 février sur les forêts tropicales humides et leur importance pour l'avenir de l'humanité, par Thomas Couvreur. Et on a aussi un spectacle que la conférence a monté, qui s'appelle Écosphère, qui est sur la santé unique, donc le One Health, donc en gros comment la santé des hommes et de l'environnement est liée. Voilà, donc c'est le 6 février à Valence. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.